Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors dans cet épisode, on va parler de pas mal de petits sujets, régime cétogène, des bretzels, des PFAS et de la pression sociale liée au surpoids. Donc ce week-end également, je vous ai proposé, pour ceux qui sont restés connectés, j'ai proposé une vidéo sur prendre des pecs et de la force au développé couché. Donc c'est un cours spécialement fait pour ceux qui veulent améliorer leur développé couché, mais pas simplement leur niveau de force ou leur technique. C'est d'essayer de comprendre comment rendre le développé couché efficace. Parce que c'est vrai que c'est un des mouvements phares, un des mouvements les plus populaires, pas seulement parce que c'est le plus connu, mais c'est surtout parce que c'est souvent celui qui est le plus facile à faire dès qu'on s'entraîne un petit peu en home gym ou dans une salle pas super bien équipée. Alors aujourd'hui, je sais, il y a des tas de machines, des poulies, tout ça. Mais il y en a beaucoup qui aiment le développé couché, donc qui ont envie d'en faire, et donc qui ont envie d'en profiter à fond et de comprendre comment faire pour solliciter au mieux leur pec sur ce genre de mouvement. Voilà, donc on en a parlé longuement ce week-end. Je vous invite à aller voir le lien qu'il y a dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Bon, le premier sujet du jour, du podcast, c'est ce fameux régime cétogène pour les troubles mentaux graves. Donc, pour rappel, le régime cétogène, beaucoup de lipides, moyennement des protéines et quasiment aucun glucide. Donc c'est un protocole alimentaire qui a été, on va dire, popularisé pour ceux qui résistaient au traitement, pour les enfants, qui résistaient au traitement pour l'épilepsie. Donc je crois que c'est je sais pas si c'est fin 19e, début 20e, enfin quelque chose comme ça. Donc l'étude a suivi 21 adultes souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires, tous sous médication et présentant des troubles métaboliques. Donc souvent les troubles métaboliques, on les associe, ça va être quoi? L'obésité, l'hypertension, une glycémie un peu déraisonnable, enfin bon voilà, tous les troubles métaboliques qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Après 4 mois de régime cétogène, les résultats sont éloquents. Aucun des participants n'a conservé son syndrome métabolique. Donc déjà, ça a amélioré la santé de l'individu. En moyenne, les participants ont perdu 10% de leur poids corporel. Donc 10%, vous allez me dire, c'est beaucoup. Ouais, mais c'était des gens en surpoids. Enfin, souvent des gens en surpoids. Donc forcément, ça aide. Plus vous êtes en surpoids, plus vous avez du poids à perdre, plus la perte se fait rapidement quand vous engagez un régime. Ils ont vu leur tour de taille réduire de 11% et ont présenté une baisse de la pression artérielle, des triglycérides, du sucre dans le sang et de la résistance à l'insuline. Donc tout ce qu'il faut, en fait. Sur le plan psychiatrique, l'amélioration est également notable, avec une réduction de 31% des symptômes selon l'échelle des impressions cliniques globales. Les participants ont rapporté un meilleur sommeil, une humeur améliorée et une meilleure qualité de vie. Ce régime, qui propose un carburant alternatif pour le cerveau, donc en gros les cétones, corps cétonique, montre qu'une approche diététique peut être un complément puissant au traitement standard, offrant une nouvelle voie pour le contrôle de ces maladies. Donc, on aurait presque l'impression que c'est de la publicité mensongère pour un produit à la con en téléachat, quoi. Alors que non, c'est juste une approche alimentaire où on fait l'éviction, en tout cas, d'une bonne partie d'un des 3 macronutriments. Je prends pas l'alcool dans les nutriments, et donc il y a quand même une certaine forme d'efficacité parce qu'on travaille à la fois sur la perte. Alors évidemment, il y a des tas de biais là-dedans. Puisqu'est-ce que c'est le fait de faire ce type de régime qui a amélioré ensuite l'humeur et tout, ou est-ce que c'est le fait que la personne a perdu du poids? Donc forcément, vous aurez ceux qui veulent être les plus pointus vous diront qu'il y a des biais et tout, mais peu importe. Le but est que c'est un package
qui fait que les individus perdent du poids et améliorent leur, leur syndrome métabolique et tout ça bah, alors de toute façon quand on a une glycémie qui est pas stable déjà les humeurs elles sont pas stables, hein. Donc ça déjà c'est une des premières choses. Quand je vois quelqu'un qui a une réduction de sa résistance à l'insuline, donc forcément une augmentation de sa sensibilité, son taux de sucre dans le sang qui baisse et cetera et une pression artérielle qui baisse aussi, forcément, cette personne-là, dans la journée, elle va être beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée et avoir des humeurs, plutôt, je vais pas dire au beau fixe, mais en tout cas, une bonne régulation. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, d'avoir, une humeur stable, quoi. Donc que ce soit le régime, là, c'est lui qui c'est lui le déclencheur de la perte de poids. C'est la perte de poids qui crée ça, mais c'est le régime aide aussi, hein, Après, il faut pas oublier que, heu, on n'est pas habitué et c'est pour ça que, l'ouvrage que j'avais fait sur la perte de poids, et qui est toujours disponible, hein, sur le site, si ça vous intéresse, hein, vous allez sur la page de garde, vous verrez, il y a 3 programmes. Un, pour la sèche, hein, la perte de graisse. Hem, c'est pour ça qu'il marche aussi bien et qu'il a aussi bien plu parce que c'est quelque chose qui fonctionne, en fait. Après, chacun est libre d'utiliser la méthode qu'il veut, mais c'est quelque chose, au moins, ça marche. Voilà, on le fait, ça marche. Et croyez-moi, c'est pas tous les régimes qui, quand on les fait, ils se mettent à fonctionner. Il y en a beaucoup qui caressent trop les gens dans le sens du poil et finalement, ça marche pas, quoi. Mais pour les plus curieux, je vous mettrai le lien, dans les notes du podcast. Bon. Et comment dire? Si on était un peu moins focus sur les protocoles qui fonctionnent et ceux qui sont un peu, pourris d'ailleurs, on aurait, ça écrèmerait beaucoup en fait les sites internet, les même les plateaux de télévision, tous ces trucs-là parce que on prend tellement les gens pour des enfants, qu'on a peur qu'ils se blessent ou je sais pas ce qu'il y a, mais on les infantilise tellement, c'est un truc de fou, hein, si vous observez un petit peu, toutes ces précautions d'usage et tout, on a l'impression que même les émissions à visée adulte, alors moi je regarde pas la télé, mais les peu de reportages nutrition et tout que j'ai pu regarder, il y a une telle précaution, dans le discours. Soit ceux qui créent les trucs se disent: «Bon, bah, de toute façon, les gens sont vraiment stupides et sont des abrutis». Ce qui est quand, moi, par exemple, je regarde ou vous regardez, vous vous sentez un peu insulté. Ou alors enfin je sais pas, il y a un truc, ils ont l'impression que le public, ça va être des ados, qui ont pas de cerveau, enfin et encore même les ados, ils ont bien plus de discernement, que beaucoup. Ils savent très bien que les régimes, les trucs extrêmes, les piqûres d'Ozempic ou je sais pas quoi là, c'est hyper dangereux. Ils le savent que c'est dangereux. Ils sont pas abrutis au point de savoir que ça ne l'est pas. C'est juste qu'ils se disent: «Ouais mais derrière, je vais être, peut-être le dieu vivant de la cour de récré, quoi. En gros, je schématise à mort, mais c'est un petit peu ça, quoi. Donc, souvent les risques sont connus, c'est comme dans le bodybuilding, hein, souvent les risques sont connus, sauf que l'attrait, du truc est plus important, quoi. Bon, les bretzels, grands ou petits, un choix plus important qu'il n'y paraît. Alors les bretzels, ce sont les bretzels, vous savez les au début je pensais que c'était les gros bretzels, alsaciens, enfin je sais pas si c'est alsacien, oui je crois que c'est ça, ou allemands et cetera. Vous savez les gros machins là, moelleux et tout. Non, non, là les petits, comme vous avez dans votre, que vous servez à l'apéro là. Vous savez les alors je sais pas si ça se fait encore, mais moi c'est le genre de truc que je vais acheter pour l'apéro quand, on reçoit des gens. Vous savez ces boîtes rondes là, ça fait un peu, c'est à l'ancienne quoi, avec, les tiges et les espèces bah, les bretzels quoi. Bon c'est pas top, hein, c'est du sel et du blé je crois, mais bon en règle générale, bizarrement les gens aiment bien. Donc c'est un peu, pas besoin de trop de se prendre la tête, les gens aiment bien ça quoi. Après j'ai plein de petites d'ailleurs la dernière fois en vous parlant, j'aime bien faire des digressions. Je au dernier moment là, on s'est vu avec des amis, il y a quelques jours et parce qu'on voulait faire une surprise à nos nanas et du coup, bah, c'est nous qui recevions donc j'ai dû improviser un truc un peu rapidement et
et c'est vrai que j'ai fait une petite recette de je me suis dit: «Tiens, est-ce que je peux pas fabriquer des gâteaux apéro?» Il me restait de la farine ancienne avec, un peu de thym, de l'huile d'olive et tout. Bah, j'ai réussi à fabriquer une espèce de plaque que j'ai prédécoupée, donc comme une pâte très, très fine, hein, que j'ai prédécoupée, juste avant. J'ai fait cuire, percer, cuit un peu comme des petits tucs là, vous savez les tucs là? Un peu de sel par-dessus, du thym et heu et la pâte au lieu que ça soit avec du beurre, c'était avec de l'huile d'olive et en fait ça fait des super gâteaux apéro, il y en avait plus un seul. Donc parfois, franchement on peut se faire des trucs, rapidos, on sait ce qu'il y a dedans, on peut sélectionner la farine qu'on utilise. Donc si vous êtes sans gluten, bah, vous pouvez prendre une vieille farine, sans gluten, enfin, pas forcément vieille d'ailleurs, mais une farine de sarrasin ou autre. Alors faites attention, prenez pas des farines de riz blanche, qui auront un index glycémique, à vous envoyer sur la lune. Mais bon, voilà, petit aparté, quoi. Donc je reviens à cette étude des bretzels. L'étude a analysé le comportement alimentaire de 75 adultes qui ont mangé des bretzels de différentes tailles. Donc en gros, ils voulaient savoir si, on allait plus en manger quand ils étaient gros, moyens ou petits et je vais vous lire, hein, la réponse, malgré, alors les participants ont consommé plus de bretzels lorsqu'ils étaient grands par rapport aux petits et moyens, respectivement. Alors, moi ça m'étonne pas puisque, on a tendance à aller la fin de à on nous avons tendance à aller à la fin de quelque chose. Par exemple, si demain je vous donne 3 cookies de taille différente, un petit, un gros, un moyen, et bien, en règle générale, vous allez le finir, sauf en fonction de la taille. Donc si votre objectif, c'était de vous dire: «J'en mange 2 et puis j'arrête», ça sera la même chose qu'il soit petit, grand, moyen dans votre tête, donc forcément, c'est un meilleur choix de choisir les petites portions que les grosses. Au début, j'ai un peu eu du mal à comprendre le raisonnement de cette étude parce qu'ils expliquent pas vraiment, ils donnent un point de vue. Après, comme moi, je suis en train de faire là, mais ils ont juste fait une observation et ils sont pas vraiment capables d'expliquer pourquoi les gens en bouffent plus quand c'est des gros que quand c'est des enfin, plus de calories quand ce sont des gros bretzels que des petits. Moi, en fait, je m'observe moi. Si quand je commence quelque chose, je le finis et si je me fixe, tiens, j'en mange que 2 ou 3 et je m'arrête, et ben, j'aurai le même comportement, quelle que soit la taille du truc. Donc, évidemment, hein, si le truc il est vraiment monstrueux, je m'arrêterai au bout de un. Par exemple, un éclair au chocolat, si on m'achète un éclair au chocolat pour le dessert, des amis qui viennent et il y a ça, je vais en manger règle générale, j'en prends que la moitié et je prends la moitié d'autre chose, parce que je suis casse-couille et mais sinon je m'arrête à une portion. Heu, les là, pour le cas des bretzels, ça m'étonne pas trop, en fait. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est que, les petits bretzels, les gens en mangeaient, pas plus, mais par contre la surface de contact avec le petit bretzel était, comment dire? Il y a quasiment le même nombre de sel sur les petits que sur les moyens et les grands. Enfin, comment dire? Il y a plus de surface de contact sur les petits que sur les grands, avec le sel. Donc les gens, en fait, ils se retrouvaient à avoir, ils disent cependant, pour les personnes préoccupées par l'apport en sodium, les grands bretzels seraient plus adaptés, même si cela signifie manger plus de bretzels en termes de poids, donc en termes de calories, parce qu'il y a moins de sel, en fait. Et la teneur en sel enfin, en bout de ligne, serait moins grande chez ceux qui choisissent des grands bretzels que ceux qui prennent les petits qui sont, bah, vous voyez les petits, souvent ils sont très salés sur la langue. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, hein, mais si vous connaissez les bretzels, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut faire attention, aux tailles et si on le retrouve pour les bretzels, je pense qu'on le retrouve pour pas mal de choses et d'ailleurs, heu, un bon exemple pour ça, c'est le chocolat noir. Je pense que vous avez dû voir et que les tablettes de chocolat noir, souvent, plus elles sont, haut de gamme, avec des teneurs en cacao, fortes et tout ça, plus les tablettes de chocolat ont tendance à être, fines. Donc ce sont souvent des tablettes de chocolat qui sont à 100 grammes pour la tablette, quoi. Alors que dès que vous avez un chocolat un peu moins riche en cacao ou moins équitable ou moins bio et tout, vous vous retrouverez plus souvent avec des tablettes de 200 grammes.
Pourtant, vous quand vous dans votre tête, vous vous dites: «Allez, je me prends 2 ou 3 carrés». En fait, le carré est le comment dire? Le repère. En fait, c'est un mauvais repère puisqu'on ne calcule pas du tout au gramme. On calcule à la forme, en fait, au prédécoupage et ça, vous verrez que, sans vous en rendre compte, vous pouvez manger plus ou moins de chocolat juste parce que, c'est une histoire de carré. Et moi, j'ai une astuce pour vous, une astuce que j'ai fait moi quand, je commençais à me dire: «Ouh, fais attention» parce que alors souvent quand on commence à serrer la vis pour les beaux jours et tout, on a tendance à avoir de plus en plus d'envie de petites douceurs comme ça. C'est normal puisqu'on essaye de faire un peu plus attention à sa diète. Moi, j'ai une petite astuce qui est toute bête, hein, c'est, de prédécouper la tablette de chocolat. C'est-à-dire que moi, je prends du chocolat à 95. J'en ai une marque, c'est du 95, l'autre, c'était du 98, mais j'ai vu qu'il y avait du gluten dedans, donc ça m'emmerde. Donc, je reviens à celle de 95. Le 100, j'adore ça aussi, mais en fait, dès qu'ils sont vraiment, je l'avais déjà dit, mais quand j'arrive à des teneurs trop élevées comme ça, moi, ça a un effet trop dynamisant. Donc au-delà de 95, j'ai l'impression limite que c'est du café, quoi. Et vu que moi je le consomme en fin de journée, le chocolat, c'est problématique pour l'endormissement. Donc je reviens à ma tablette, donc vous la prédécoupez, donc moi la prédécoupe et l'astuce c'est de couper en 2 chaque carré, puisque souvent ce sont des carrés de 10 grammes, un peu larges mais fins, et ben vous les redécoupez en 2. Et là, vu que c'est qu'une histoire de carrés dans la main, vous avez l'impression, enfin de morceaux, vous avez plus l'impression d'en manger moins. Vous mangez le même nombre, mais finalement vous en avez 2 fois moins. Si vous en mangiez 3, et ben là vous allez en manger 1,5. Donc si vous mangiez 30 grammes, puisque c'est à peu près ça, un carré 10 grammes, là vous allez en manger 15 grammes. Si vous en mangiez 30 grammes, 3 carrés, vous allez en manger 15 grammes, 1,5 carré. Et ça, ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment puisque, c'est le geste en fait qu'on a, c'est de mettre par exemple si vous mangez, 2 carrés de chocolat, c'est de mettre 2 fois un carré de chocolat dans la bouche qui est l'habitude en fin de journée, en soirée ou peu importe le moment où vous le faites. Et de continuer à avoir ce geste-là, de toute façon, sachez une chose, c'est que vous l'avez déjà fait sans vous en rendre compte. Parfois, en changeant de marque, vous êtes pas rendu compte que le poids de la tablette n'était pas le même, donc que les carrés n'étaient pas aussi lourds ou plus lourds ou peu importe. Et donc, voilà quoi. Donc c'est vraiment un trompe-l'œil qui marche et qui marche bien. Donc maintenant, 3e sujet, c'est l'alerte sur les PFAS dans les fruits de mer. Donc, une étude révèle que les diètes riches en fruits de mer pourraient exposer davantage les consommateurs aux PFAS. Donc ce sont des substances chimiques persistantes surnommées produits chimiques éternels, donc des saloperies en fait qui ont du mal à disparaître. Donc, des polluants quoi en gros, hein. Donc ça a été publié dans le journal, Exposure of non, on and Health avec un super accent. Cette recherche met en évidence le besoin urgent d'établir des lignes directrices plus strictes sur la quantité de fruits de mer que les gens peuvent consommer en toute sécurité pour limiter leur exposition, surtout dans des régions côtières comme la Nouvelle-Angleterre. Donc l'étude a examiné, enfin elle a rien examiné, elle a associé l'analyse des concentrations des PFAS dans les fruits de mer frais, avec une enquête sur les habitudes alimentaires au New Hampshire, l'un des plus grands consommateurs de fruits de mer aux États-Unis, et les crevettes et les homards ont présenté des concentrations les plus élevées. Bon, on mange pas souvent du homard, mais c'est quand même très élevé. Les crevettes également. Alors les crevettes, c'est selon les périodes, c'est plus ou moins bon marché. C'est dommage parce que selon moi, ça restait quelque chose de bon, mais il y a encore ces problèmes de pollution, quoi, hein. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est chiant avec la vie moderne par rapport à ça, quoi. Avec des moyennes allant jusqu'à 3,30 nanogrammes par gramme de chair pour certains composants de ces produits chimiques-là. Donc, les chercheurs indiquent que les crustacés pourraient accumuler des PFAS de manière significative en raison de leur alimentation et de leur habitat sur les fonds marins. Les grandes espèces marines, en mangeant de plus petits animaux marins, peuvent également ingérer des substances chimiques. Cela souligne l'importance de comprendre comment est composée la chaîne alimentaire marine. Bon, en fait, ça revient au même que les métaux lourds, quoi. Ça revient au même que les métaux lourds. Donc, les poissons, de plus en plus,
il va falloir presque les choisir d'élevage, quoi. D'élevage dans les espèces de cours d'eau artificiels et tout, parce que vous allez me dire: «Oh là là, c'est pas bien, c'est pas la nature». Ouais, mais en fait, on a tellement fusillé les eaux sauvages qu'on se retrouve à avoir des poiscailles, et des fruits de mer, qui sont, enfin voilà quoi, qui bientôt on va les bouffer, ils auront 3 têtes, quoi. Donc c'est quand même problématique. Heu et même si, le en termes caloriques, en termes évidemment, en termes d'abdominaux visibles, je vous dirais, bah, le poisson c'est génial, c'est des sources de protéines maigres, enfin pas tous, hein, mais globalement un poisson blanc le soir avec un peu de légumes verts vapeur et un petit carré de chocolat, bon, ben vous allez vous coucher avec ça. Franchement, en quelque temps, le vous vous sentez bien plus léger, quoi. Mais à bouffer, des fruits de mer tout le temps, tout le temps, tout le temps, des calamars, des moules, des crevettes, des machins, c'est s'exposer à des problèmes aussi, de santé. Il y a eu pas mal de problèmes à cause des boîtes de conserve, de sardines et tout, des gens qui se sont fait des intoxications aux métaux lourds parce qu'ils en bouffaient, parce qu'il y avait eu le boom de la diète méditerranéenne, où les gens en fait, la dose, ils se disent: «Plus j'en mange, mieux c'est», quoi, et ils se mettaient à bouffer des sardines, des maquereaux, des machins, à tout va, tout le temps, tous les jours. Bon, ça reste quand même, des poissons gras, ce qui est une bonne chose, hein, de manger du poisson gras, hein. Moi, personnellement, je m'en limite à 3 prises par semaine. Voilà, 3 prises par semaine de maquereau, ça fait à peu près 4 et 4, 8, ouais, à peu près 12 grammes, ouais, d'oméga 3, apportés par semaine par les poissons gras. Bon, et j'essaye de pas trop après aller sur d'autres types de poissons gras pour éviter les expositions à certains métaux lourds, et puis les autres poissons que j'utilise, j'essaie aussi de bien sélectionner parce que sinon évidemment, ça resterait une meilleure solution pour le enfin voilà, pour le taux de gras, pour maintenir, des calories plutôt bas, de bouffer du poisson, hein. Mais bon, après je tourne avec la dinde et le bœuf aussi, mais c'est, si on veut suivre la diète méditerranéenne stricte, la viande est ponctuelle, le poisson est plus régulier, quoi. Et bon, le poisson d'aujourd'hui, c'est pas le meilleur poisson du monde. Donc encore une fois, c'est là où on doit, travailler avec, les outils qu'on a aujourd'hui, avec les matériaux, malheureusement dans les états qu'on nous les a laissés, quoi, ou qu'on les a mis. Donc la pression sociale pour perdre du poids à l'adolescence, un impact qui est durable sur l'estime de soi. Donc ça, c'est une recherche menée par l'université de Bristol qui révèle que les personnes ayant subi une pression pour la perte de poids durant leur adolescence, notamment de la part de leur famille ou des médias, montrent un risque accru de stigmatisation interne, donc en gros de rumination interne, liée au poids à l'âge de 31 ans. Donc je sais que vous êtes nombreux à être dans les 30-40 là, ceux qui m'écoutent. Si aujourd'hui vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez gros ou grosse et que vous avez une stigmatisation interne, liée à ça, et bien, essayez d'explorer si vous avez subi une pression sociale pour perdre du poids durant l'adolescence, que ça soit de la part de la famille ou des médias. Donc cette stigmatisation interne comprend des stéréotypes négatifs liés à l'obésité, tels que se sentir moins attirant, moins compétent ou de moindre valeur en raison de leur poids. Alors moi personnellement, quand j'étais en surpoids dans mon adolescence, j'ai entendu comment dire? Comment ils appellent ça eux? Heu, c'est pas des stéréotypes, mais j'ai entendu des déclarations, des gens qui m'ont dit, «Ah mais tu un gros lard» ou des choses comme ça. Ça, je l'ai entendu, et je pense que si je m'en souviens aujourd'hui encore, heu, contrairement à toutes les petites querelles que j'ai pu avoir, bagarres et tout, que j'ai même oubliées, heu, bizarrement ça m'est resté. Donc si ça m'est resté, c'est que, émotionnellement, c'est quelque chose qui a été mis au marqueur indélébile. C'est pas au feutre effaçable là. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a eu une émotion, il y a eu une empreinte qui a été laissée par ce côté: «Tiens, tu es différent, tu es en surpoids», quoi. Donc les résultats indiquent que les femmes et les personnes ne s'identifiant pas comme hétérosexuelles sont particulièrement vulnérables à cette stigmatisation.
bah, moi, je suis hétéro et je suis un homme et je peux dire que j'ai eu une forme de petite vulnérabilité. Ah oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, par contre, je me stigmatise plus comme ça. D'accord, je comprends. De plus, les individus ayant passé une partie de leur vingtaine sans emploi, ou ayant une éducation ou sans éducation ou sans formation, ou dont les mères avaient un niveau d'éducation inférieur, sont également plus à risque. Alors pourquoi les mères uniquement? Heu, bon, voilà, c'est les mères en tout cas. Ce phénomène n'est pas seulement lié à un indice de masse corporelle, l'IMC, des participants, soulignant l'impact profond des influences sociales et familiales durant l'adolescence. Le harcèlement subi entre 17 et 23 ans est aussi un facteur contributif significatif. Donc entre 17 et 23 ans, si vous avez subi du harcèlement ou si vous connaissez quelqu'un qui est en train de subir du harcèlement, ça peut être une problématique plus tard pour l'estime de soi liée à l'image, le poids corporel et tout. Donc les chercheurs suggèrent que modifier la manière dont le poids est discuté dans les médias et les espaces publics, ainsi que la réponse au harcèlement dans les écoles et lieux de travail, pourrait réduire la stigmatisation liée au poids et ses conséquences néfastes. Enfin, moi, je suis, comment dire? Je suis très mitigé par rapport à ça, parce que je pense pas qu'on arrive un jour à faire accepter le surpoids comme quelque chose d'aussi beau à regarder par tout le monde, et par soi-même qu'un poids de forme. Je pense que je préfère arrêter tout de suite moi d'être, comment dire? Naïf et d'être, j'ai pas le mot, d'être hypocrite. Je pense que ça fait très bien dans les dîners, si vous êtes filmé, si vous êtes entendu quelque part, d'avoir ce genre de discours très léché, très bien léché, très politiquement correct. Mais en vérité, les études, quand on anonymise les personnes testées, les personnes interrogées, elles préfèrent toutes ceux qui sont en forme physique, qui ont des beaux traits, qui sont minces, épaules larges, enfin bon bref, qui sont plutôt sexualisés d'ailleurs. Et donc moi j'aime pas dès qu'on commence à vouloir, faire tordre l'instinctif et le comment dire? Et le naturel avec un pied de biche, à la Moraline, en fait. C'est on peut expliquer aux gens que le surpoids, certes, on n'est pas tous égaux face au surpoids. Je suis bien placé pour le savoir, hein, quand vous avez grandi dans un environnement où quasiment tous vos copains de quartier, ont un poids de corps qui est plutôt bas, en mangeant des saloperies que dont vous avez même pas accès, parce qu'il y en a même pas chez vous et pourtant ils ont des abdos et ils sont minces et voilà et d'ailleurs eux, leur plus grand souhait, c'est d'avoir des guiboles un peu plus grosses parce qu'ils sont épais comme des tringles à rideaux. Alors que vous, vous avez pas l'impression déjà, vous avez pas de gâteau à la maison parce que vos parents n'en achètent pas ou très peu, et vous avez pas l'impression de manger mal et pourtant vous êtes en léger surpoids, voire en fort surpoids après avec les années. C'est, comment dire? Évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais je pense que ça, après, on l'accepte. Moi, je l'ai accepté à l'époque et heureusement que j'ai pas attendu que le monde change et que me dise: «Regarde Théo, t'es magnifique comme t'es, confiance en toi, tu beau». Et non, parce qu'en fait, la vie, elle était pas cool avec moi. Il y avait beau y avoir des livres, des machins et tout qui peut dire ce genre de choses, la vraie vie, la vraie vie, c'est quoi? C'est celle quand on se retrouve devant son propre miroir et qu'en fait, dans notre tête, on peut plus se mentir. Ou alors, le moment où on veut, draguer ou où on veut, donner une certaine bonne impression. Heu, nos instincts, nous montrent que, bah, le surpoids, on le perçoit pas d'une bonne façon, on le voit bien, la stigmatisation là, quand on parle de grossophobie, cette grossophobie, en fait, elle est à l'intérieur, elle est génétique. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller vers des personnes, en surpoids parce qu'elles ne les trouvent pas séduisantes. Et les personnes en surpoids, moi le premier, je ne me sentais pas séduisant. Donc, c'est pour ça où je vous dis que la morale, c'est bien,
parce que ça permet d'éviter d'être à 100 des animaux, de violer, de voler, de tuer, et cetera. Mais à un moment donné, il faut, il faut quand même être honnête sur certaines choses, quoi. Et c'est vrai que, moi je pense que le discours, effectivement, du surpoids, devrait beaucoup plus être axé sur la santé que sur l'apparence physique. Parce que ça donnerait du sens à vouloir perdre du poids, au-delà de juste la superficialité, pardon. Mais, d'avoir beaucoup d'éducation là-dessus. D'essayer d'expliquer, bah, par exemple, quand tu manges ça, il se passe ça, quand tu manges ça, il se passe ça. Ce que beaucoup, en fait, ne savent pas. Moi, jusqu'à l'âge, on va dire de 22-23 ans, j'avais aucune idée. Pour moi, c'était ma génétique qui faisait que j'avais plus de poids que les autres, donc en partie ce qui était vrai, mais quel que soit ce que je mangeais. En fait, puisque je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais pas forcément des gâteaux et pourtant je grossissais, donc je vivais ça comme une injustice presque. Sauf qu'en poussant le curseur un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'ayant des revenus modestes, on mangeait pas mal de féculents, de trucs pas trop chers. Les féculents, pour moi, ça a été les responsables de mon obésité, puisque j'avais un IMC au-dessus de 30, donc une faible obésité, mais obésité quand même. Donc forcément, moi, ça a été les féculents pour moi. Certains, ça sera les boissons sucrées, mais souvent, c'est les féculents quand même, hein. Observez bien, mais les gens, souvent, ils boivent pas 3-4 litres de soda, hein. Ils ont un peu de soda, mais ils ont surtout aussi à chaque repas, pommes de terre ou riz ou pain ou une forme de blé, voilà. C'est pour ça que mon régime marche aussi bien parce que tous ces trucs-là, coup de balai, ça dégage. Allez, off, à la prochaine. On verra plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de sécher. Voilà. Bref, alors prendre des pecs et de la force, j'en ai parlé au développé couché. Si ça vous intéresse, allez voir. J'espère que vous avez passé un bon épisode. On a traité 3-4 sujets et j'ai essayé d'être le plus rapide possible puisque je sais que vous allez au boulot, ou vous êtes en train de faire votre cardio ou autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts d'ailleurs et je vous remercierai jamais assez parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Apple Podcast dit un épisode toutes les 2 semaines. Un petit enfoiré, lui. J'en sors toutes les semaines et lui, il dit aux autres que c'est que toutes les 2 semaines. Et après, les gens vont se dire: «Celui-là, il est pas sérieux, il publie qu'une fois tous les 15 jours». Non, non, c'est toutes les semaines, hein, et toutes les semaines de l'année, en plus. C'est très, 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 très rare qu'il manque un podcast, hein. Franchement, j'essaie vraiment de tenir, durant l'été, durant les vacances de Noël et tout, de vous tenir à des podcasts, assez réguliers, voilà. Sinon, bon, je vous remercie aussi pour tous les avis positifs que vous m'avez laissés, sur ces plateformes-là. Je les lis et ça me fait très plaisir. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais ça compte parce qu'on a assez peu de retours, contrairement à ce que vous pourriez penser quand on travaille sur, sur un écran, hein, puisque j'ai beau être sportif, machin, à passer du temps en cuisine, à écrire, tout ce que vous voulez. Heu, on reste quand même derrière un écran, donc il y a assez peu d'interactions réelles et bien, c'est toujours très plaisant d'avoir que ça soit des emails ou des messages, positifs. Il y en a beaucoup qui se plaignent de: «Oh là là, je reçois trop de messages, je réponds pas». Alors moi, le premier, je réponds pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un choix de vie que j'ai voulu faire. Mais parce que voilà, il y en a qui insistent, mais moi, je vis par mail, mail ou SMS ou des choses comme ça. Alors les SMS pour la vie privée, mais je recommande d'ailleurs à beaucoup de gens de ne plus de pas se parler par les réseaux sociaux. Parlez-vous par des messages. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, on y passe déjà suffisamment de temps où on n'est pas compte qu'ils ont même réussi à vous faire abandonner les SMS, quoi. Alors que les SMS, c'est quand même plus agréable à recevoir qu'un Messenger, sur Facebook, quoi. Puis c'est moins chronophage, enfin chronophage, absorbeur de temps, puisque quand vous allez aller sur, Messenger, vous allez dire: «Ah et tiens, et lui, il devient quoi? Machin, blabla», et puis hop, vous êtes foutu, quoi. Une heure de gâché, sur les réseaux sociaux. Bref, je m'arrête ici parce que je pourrais parler avec vous des heures. On se retrouve de l'autre côté, si vous avez envie de prendre de la force et des pecs surtout, de développer vos pecs au développé couché avec mes 5 astuces directement dans les notes. Si vous avez envie de tester mon régime pour balayer, votre surpoids, il y a le lien dans les notes également. Toutes les sources de ce dont j'ai parlé est linkées également et puis sinon, passez une bonne semaine. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.